Fait le bilan à 5 jours de la rentrée des classes. L'inspection d'académie affirme avoir fait le nécessaire pour leur rénovation dans les meilleurs délais. La commune du Point E barre la route aux occupants illégaux. En collaboration avec la préfecture de Dakar, une vaste opération de déguerpissement a été initiée parmi les délogés de nombreux individus de nationalité étrangère. 500 millions, c'est le montant de la ligne de crédit au profit des promoteurs de lutte. L'accord cadre entre le FONGIP et le CNG a été signé ce samedi en présence du ministre des Sports. Amadou Ba n'exclut pas de faire plus si les engagements pris sont respectés de part et d'autre. Le rayonnement du football professionnel au plan national et international à l'ordre du jour d'un panel organisé par l'Association nationale de la presse sportive. Parmi les recommandations, la mutualisation des finances entre la Fédération sénégalaise de football et la Ligue sénégalaise de football professionnel. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonce donc tout de suite par un titre. À 5 jours de la rentrée des classes, Ziguinchor fait le point des écoles endommagées à l'issue des manifestations de juin dernier. Au total, 52 écoles non fonctionnelles, dont 30 complètement dégradées. Les autorités éducatives ont décidé de dérouler toutefois un plan de contingence pour les rendre opérationnelles dans les meilleurs délais. De son côté, l'inspection d'académie de Ziguinchor dit avoir fait le nécessaire pour une rénovation diligente de ces infrastructures. Je vous propose tout de suite d'écouter Cherfaï. Il est inspecteur d'académie de Ziguinchor. Ses propos sont recueillis par Lamine Ba et Lamine Mondjan. Oui, effectivement, nous avons connu une trentaine d'établissements et écoles qui ont subi des dégâts matériels lors des manifestations de juin 2023. Et séance tenante pour parachever l'année scolaire et également entamer l'année scolaire commençante comme ça, avec sérénité, on avait élaboré un plan de contingence articulé autour de plusieurs axes, dont la mobilisation de matériel et de consommables. Oui, il y a des établissements, il n'y a pas que Périssac, il y a des établissements qui sont sérieusement affectés, comme Périssac, comme le CM Boucotte Est, le CM Boucotte Sud, le CM Lindiane 2, pour ne citer que ces établissements-là, sans compter Ahmed Bari. Mais comme je l'ai dit, c'est à nous, communauté, collectivités. En tout cas, il nous faut mobiliser les ressources matérielles, financières et humaines locales pour on peut créer les conditions d'un démarrage des enseignements à la rentrée. Il va de soi que tout ne sera pas réglé tout de suite et maintenant, mais quand même on peut mettre le minimum de conditions requises autant pour moi pour faire démarrer les enseignements, le temps que vraiment l'État central, qui a plus de moyens, puisse vraiment mobiliser les ressources nécessaires, parce qu'il faut le reconnaître, ça demande beaucoup de ressources. Ne serait-ce que le lycée de Périssac, les devis tournent autour de 100 et quelques millions. Oui, depuis le mois de juillet, tout a été fait. On a exprimé les besoins en consommables, en matériel de reprographie, en matériel informatique, mais également des besoins en termes de construction d'infrastructures, de réhabilitation ou de rénovation, ou tout simplement de réparation des circuits électriques, téléphoniques, etc. qui ont été endommagés. Nous avons un état très exhaustif et objectif de la situation. Et nous restons à Ziguinchor pour parler cette fois-ci de l'université Assane Seck, bien mieux lotie que les écoles de la commune. Le campus social qui avait subi la foudre des manifestants en juin dernier a fait peau neuve, comme vous pouvez le voir sur ces images. Les 2 restaurants et pavillons ont été entièrement rénovés. La visite de supervision et de réception des travaux a eu lieu hier et c'était en présence des acteurs de l'université, des efforts loués aussi bien par les étudiants que par le corps professoral. Et nous retrouvons Lamine Ba et Lamine Mondjan pour le compte-rendu.
C'est un nouveau décor qui s'offre aux visiteurs qui franchit le portail du campus de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Le cadre a été totalement transformé avec la rénovation de tous les pavillons ainsi que des 2 restaurants. La cérémonie de réception des infrastructures remises à neuf s'est tenue en présence de l'ensemble des acteurs de l'université. Pour le directeur du Centre régional des œuvres sociales de l'institution, l'objectif est de faire en sorte d'améliorer de manière sensible le cadre de vie des étudiants. Nous avons mis en ordre l'ensemble des pavillons de l'université Assane Seck de Ziguinchor du campus social, mais aussi les restaurants, mais aussi améliorer un peu le cadre de vie à travers les améliorations connexes et aussi les infrastructures comme le terrain multisport à travers un partenariat, parce qu'aujourd'hui nous avons développé un niveau extrêmement important de partenariat au sein du campus social de l'université Assane Seck de Ziguinchor qui a abouti à la mise en place du terrain multisport, mais aussi au point de collecte normalisé pour la gestion des ordures au niveau de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Devant les représentants de toutes les entités qui composent l'université, le directeur du CROUS de Ziguinchor a rappelé que ce geste réside aussi dans une volonté de remettre à niveau les infrastructures endommagées par les manifestations de juin dernier, dont l'université Assane Seck de Ziguinchor. Les universités ont reçu un choc lors des événements derniers. Le chef de l'État a demandé aux institutions de rester debout. C'est ce que nous avons compris, qu'il est important qu'aujourd'hui, à Ziguinchor, au sud du pays, que l'université Assane Seck puisse rester debout. C'est pour cela que nous avons mis en place toutes les dispositions nécessaires et les ressources mobilisées les ressources nécessaires pour qu'on puisse en tout cas rénover et aussi réhabiliter toutes nos infrastructures qui ont subi des dommages. Vous avez au niveau de l'UFR Santé, vous êtes tous témoins que c'est une infrastructure qui avait subi des dommages à travers les manifestations. Mais aujourd'hui, vous constatez tous ensemble que l'université Assane Seck est restée debout et restera debout. Les orateurs, qu'ils soient étudiants, représentants syndicaux ou personnel administratif et technique, tous ont loué les investissements conséquents investis par la direction du CROUS dans le sens de l'amélioration des conditions d'existence des étudiants. Ils ont invité la tutelle à pérenniser le soutien accordé à l'institution pour la rendre plus performante. À Fatick, un déficit de plus de 300 enseignants signalé par les inspecteurs de l'éducation et de la formation de la région. Les autorités académiques travaillent toutefois à combler ce gap des engagements pris lors de la réunion préparatoire de la rentrée scolaire. D'autres préoccupations ont été évoquées par les participants à cette rencontre. Je vous invite à les découvrir dans ce reportage. Il est signé Aminata Goudjabi et Abdou Karim Bey. Plusieurs heures pour passer au peigne fin la situation scolaire de la région de Fatick. La réunion consacrée à la prochaine rentrée des classes a enregistré la présence des autorités administratives et académiques, élus locaux et parents d'élèves y ont également assisté. Une problématique évoquée plusieurs fois, le déficit d'enseignants dans la région. Les besoins en personnel enseignant sont exprimés par les IEF, surtout au niveau de l'élémentaire où nous voulons vraiment aller vers l'éradication des classes spéciales, double flux, multigrade. Et de ce point de vue, les besoins en termes de personnel enseignant sont estimés par les IEF. Et ça aussi, c'est un besoin réel que nous avons. Mais le besoin est estimé à 322 enseignants pour l'académie de Fatick. On peut combler ces déficits. Maintenant, par le recrutement de chargés de cours, c'est possible. Mais nous voudrons, in fine, arriver à une situation où, effectivement, des écoles vont être très fonctionnelles et respecter le ratio enseignant-élève. Le phénomène des abris provisoires demeure d'actualité à Fatick. Environ 200 salles de classe devraient être construites pour rayer définitivement ces abris de la carte scolaire de la région. Le cycle élémentaire présente 200 abris provisoires. Et nous avons un vaste programme de remplacement des abris provisoires qui est en train d'être mis en œuvre. In fine, on arrivera à un moment où on n'aura pas d'abris provisoires. Et dans l'urgence, il faut préparer les écoles en prélude à l'ouverture des classes. L'évacuation des eaux dans les quelques écoles inondées et le désherbage sont en cours. Mais il ne s'agit pas seulement d'évacuer les eaux, il faut aussi réhabiliter des salles de classe qui ont été négativement impactées par la forte pluviométrie. Il faut aussi désherber. Le désherbage n'est pas une opération tellement complexe, difficile. S'il y a l'engagement de l'ASC, l'engagement des collectivités territoriales, l'engagement des comités de gestion, je crois que c'est des opérations qu'on peut mener et réaliser avant la rentrée. Des efforts consentis par l'État ont été également soulignés durant la réunion du comité régional de développement. Des lycées sont en cours de construction dans la région pour renforcer le dispositif existant. Conçues pour lutter contre la fuite des cerveaux, les classes préparatoires lancées il y a exactement un an par le chef de l'État Macky Sall enregistrent des résultats satisfaisants. Tous les étudiants issus de la première promotion ont réussi leurs examens avec brio et cela pour le plus grand bonheur de leurs professeurs et parents. Charanta Diop et Saïla Tire.
Ils sont 50 élèves, les meilleurs. Certains ont eu la mention très bien, d'autres bien. Cette année, ils ont été sélectionnés pour fréquenter les classes préparatoires aux grandes écoles. Ils font partie désormais de la deuxième promotion. C'est aujourd'hui qu'on a commencé à recevoir la deuxième promotion des classes préparatoires aux grandes écoles. Sur 514 dossiers l'année dernière, on a sélectionné 50. Et dans l'ensemble, donc tout le monde est passé en deuxième année. Cette année, on a eu 464 dossiers et on a aussi pris 50. Bon, maintenant la baisse est due simplement au fait que cette année, il y a eu moins de mentions, bien et très bien, que l'année dernière. Mais l'engouement est toujours là. C'est un projet en phase de démarrage. On s'est inspiré sur ce qui se fait de mieux dans le monde. Le directeur du Centre régional des œuvres universitaires de Thiès a déployé de gros moyens pour loger ces futurs cadres. Et c'est temporaire, parce qu'on devait en principe réceptionner les logements, le campus, en octobre. Il y a eu quelques retards, donc ça, ce que vous voyez là, c'est provisoire. Et on a tout prévu. Il y a un campus ultra moderne qui est en train d'être construit derrière le PT et un campus de presque 11 milliards. Ces classes préparatoires aux grandes écoles sont importantes. Selon Magueye Diop, elles permettent de former l'élite de demain pour préparer le Sénégal en des lendemains meilleurs sur le plan éducatif. Si vos tiroirs à la maison sont remplis de livres scolaires et que vous ne savez plus quoi en faire, rendez-vous au terrain ACAPES des Parcelles Assainies. Sur place, une foire aux livres vous permet d'échanger vos livres gratuitement. Le mouvement Sénégal Autrement est à l'origine de la trouvaille. L'objectif, c'est d'inciter les enfants à la lecture et d'aider les parents à alléger les dépenses relatives aux fournitures scolaires. Fatima Touré et Amadou Baye ont fait un tour reportage. Un stand bien érigé au milieu du terrain ACAPES de l'unité 25 des Parcelles Assainies. À l'intérieur, des tables bien remplies de livres et de cahiers. Nous sommes à la foire aux livres initiée par le mouvement Sénégal Autrement. À quelques jours de la rentrée des classes, les parents pourront venir échanger les livres de leurs enfants qui sont dans le cycle primaire. Donc nous, on a jugé nécessaire d'apporter notre contribution en offrant des cahiers, des fournitures, mais également en permettant aux parents d'élèves d'échanger les livres avec lesquels leurs enfants ont déjà travaillé. Donc vous savez tous aujourd'hui que l'éducation est un pilier très très important. C'est pour cela que pour cette première édition, nous avons jugé nécessaire d'y aller avec les plus jeunes et surtout de les sensibiliser et de les amener surtout à aimer la lecture et d'utiliser surtout les livres, parce qu'on se rend compte de plus en plus qu'avec l'internet, de plus en plus les élèves abandonnent la lecture, les élèves abandonnent les livres, alors que c'est un élément assez important pour pouvoir quand même élargir les connaissances. Aujourd'hui, l'éducation doit être une priorité pour les autorités, selon le président du mouvement, raison pour laquelle il prône la gratuité de l'enseignement au Sénégal. L'éducation au Sénégal devrait être gratuite. L'éducation est gratuite partout, ou en général l'éducation est gratuite parce que l'éducation nous permet en quelque sorte d'avoir un avenir meilleur. Un avenir meilleur, c'est des enfants cultivés, c'est des enfants éduqués, c'est des enfants qui ont la connaissance et la compétence de pouvoir développer ce pays. Et il est temps encore une fois que le Sénégal et l'Afrique puissent se développer. Une démarche bien appréciée par les parents venus échanger des livres pour leurs enfants. Je suis venue échanger les livres de mes enfants. Je suis vraiment séduite par cette initiative. C'est une bonne chose. Je pense que ces genres d'initiatives doivent être pérennisées. Elles allègent le coût des fournitures scolaires que les parents supportent difficilement. Parfois, nous avons des soucis concernant les livres, notamment quand nos enfants passent en classe supérieure. Je pense que cette démarche est plus économique pour les parents. 2 jours durant, à compter de ce 30 septembre, le mouvement Sénégal Autrement sera au service de la population parcelloise. Il invite les parents à venir massivement profiter de l'occasion offerte avant l'ouverture des classes.
De l'actualité relative à l'éducation, nous passons à celle politico-judiciaire. Sommé de présenter des excuses publiques par le ministère de la Justice, Alioune Tine a fait son mea culpa. Le fondateur d'Africadium Center reconnaît sur sa page Twitter s'être trompé de bonne foi sur une supposée affaire d'arrestation de bébés. Alors, pour la petite histoire, Alioune Tine avait déclaré le 28 septembre dernier que les bébés Awa Koli et Cheikh Atab Koli, âgés respectivement de 10 et 24 mois, avaient été placés sous mandat de dépôt pour contraindre 2 responsables PASTEF en fuite à se rendre. Des allégations rejetées par le ministère de la Justice qui, en retour, a exigé des excuses publiques de la part d'Alioune Tine. Via un communiqué, le ministère de la Justice nous apprend que les 2 responsables PASTEF en question, à savoir Ousmane Fall et Atab Bodjan, actuellement en fuite, sont poursuivis pour association de malfaiteurs, attentat et complot contre l'autorité de l'État, provocation directe à un attroupement armé, acte de nature à compromettre la sécurité publique, fabrication et détention d'armes sans autorisation administrative préalable. Vaste opération de déguerpissement entreprise par la mairie du Point E en collaboration avec la préfecture de Dakar. Les abords du lycée Blaise Diagne et les artères de Fanok ont été vidés de leurs occupants illégaux. Parmi les déguerpis, de nombreuses personnes de nationalité étrangère. Le maire du Point E et le préfet de Dakar, à l'origine de l'opération, nous font le point au micro d'Alioune Diagne. Célébration ce samedi de la Journée mondiale de la mer organisée par l'Association sénégalaise des officiers de la marine marchande. La rencontre a été présidée par le ministre de la Pêche. L'autorité en a profité pour faire un plaidoyer autour de la réduction de la pollution issue de l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz. Selon Pape Sagna Mbaye, l'une des premières étapes consiste en la mise en place d'instruments juridiques de nature à exiger aux navires transportant ces hydrocarbures à se conformer aux normes internationales. Nous écoutons le ministre de la Pêche. Il s'exprime au micro d'Al-Hassane Amadouba. Aujourd'hui, la pollution atmosphérique va poser énormément de problèmes. Nous en avons au niveau des plateformes, nous avons au niveau des navires. Et l'ensemble de ces navires qui viendront pour transporter le gaz et le pétrole doivent être des navires vertes, c'est-à-dire avec des émissions de gaz à effet de serre très réduites qui tourneront autour de 0,1, 0,3, etc. C'est un objectif. Donc il faudrait que le Sénégal puisse se préparer dans une approche stratifiée en mettant en place l'ensemble de ces commissions pour discuter, pour avoir notre propre stratégie et aussi de concert avec le ministère de l'Environnement. Et lorsque nous aurons notre stratégie, nous pouvons pousser à la ratification. Et à partir de ce moment-là, nous aurons l'ensemble des instruments au plan juridique pour avoir toutes les compétences pour exiger que ces navires qui seront là pour transformer ce pétrole et ce gaz puissent être conformes avec les normes au plan international.
Et nous restons dans le domaine de l'environnement pour évoquer cette campagne de reboisement à Linguère, une initiative de la Convergence citoyenne pour l'espoir et l'intérêt du Jolof. À travers cette activité, la CONCED cherche à sensibiliser la jeunesse linguéroise sur la nécessité de protéger les écosystèmes à l'épreuve du réchauffement climatique. Bakhaw Fall est le président de la CONCED. Il s'exprime au micro de Mamadou Moustapha Ndiaye et Sidi Thiam. La CONCED a initié ce week-end citoyen en ce samedi 23 septembre pour procéder au reboisement du jardin potager du lycée franco-arabe de Linguère en arbres fruitiers, en arbres ombragés, mais également de l'espace vert de la maison d'arrêt et de correction pour les mêmes espèces. Il faut se réjouir de la réussite des éditions passées, comme vous venez de dire. La preuve, ce fruit nous vient des arbres qu'on a plantés l'année dernière à pareil moment, ici à la MAC. Nous initions ces journées de reboisement pour contribuer, tant soit peu, à notre manière, à la protection de l'environnement face au dérèglement climatique, face au changement climatique, pour contribuer à la protection de nos écosystèmes, en dehors des fruits que l'on peut cueillir si toutefois l'entretien et le suivi sont bien évidemment assurés. Mais quand même, c'est le lieu de dire qu'il est temps de revoir notre forme de coopération pour s'attaquer aux véritables questions de développement, lesquelles nous éviteraient ces déferlantes vagues de jeunes qui bravent la mer pour aller tenter l'aventure au prix de leur vie. À Saint-Louis, le maire Mansour Faye a finalement remporté le bras de fer qui l'opposait à certains conseillers municipaux issus de l'opposition. Ça y est, c'est fait. L'avenue Général de Gaulle porte désormais le nom du chef de l'État, le président Macky Sall. Les conseillers de l'opposition ont boycotté le vote et parlent de forcing. Du côté de la coalition Benno Bokk Yakaar, les partisans de Mansour Faye crient victoire et parlent d'une décision historique. Ousseynou Diop et Habib Seck nous en parlent dans ce reportage. À l'intérieur de la salle de délibération, les débats étaient très houleux entre les conseillers municipaux de la coalition Benno Bokk Yakaar et ceux de l'opposition. Finalement, les élus de l'opposition ont boycotté le vote. Devant la mairie également, les jeunes de la coalition Benno Bokk Yakaar et ceux de l'opposition ont livré une bataille de pancartes. Parfois même, on assistait à des échanges houleux en présence de la police qui veillait au grain. Mais finalement, le oui l'a emporté sur le non et l'avenue Général de Gaulle porte désormais le nom du président Macky Sall. Un forcing selon les conseillers municipaux de l'opposition. Cette décision. Mais maintenant, le conseil municipal, le bureau municipal et surtout le maire ont fait un forcing et veulent coûte que coûte que la commune de Saint-Louis donne le nom de l'avenue Général de Gaulle à Macky Sall. Pour les partisans du maire Mansour Faye, cette décision prise par la majorité des conseillers municipaux de rebaptiser l'avenue Général de Gaulle au nom du président de la République Macky Sall est historique. Alioune Diop dresse un bilan élogieux du chef de l'État dans la vieille ville. La politique, la vision du président Macky Sall, le territoire national, mais au moins en plus ce qu'il a fait à Saint-Louis, montre à suffisance le bilan de ses réalisations. Ils n'ont donné aucun argument scientifique, aucun argument qui peut s'opposer à notre proposition. Le débat était houleux lors du 3e session du conseil municipal de Saint-Louis. Après 3 ans de polémique, l'avenue Général de Gaulle porte désormais le nom du président Macky Sall. Une avenue qui est la principale artère de Saint-Louis, qui accueille depuis 2 ans la célébration de la fête de l'indépendance. Puis je vous l'annonçais en titre, ça y est, c'est effectif. Les promoteurs de lutte disposent désormais d'un fonds de 500 millions de francs CFA pour organiser leur combat. L'accord cadre a été signé ce samedi entre le FONGIP, octroyeur de la ligne de crédit, et le CNG, le Comité national de gestion de la lutte. La cérémonie s'est tenue en présence du Premier ministre Amadou Ba, par ailleurs ministre des Sports, qui n'exclut pas d'accroître cette ligne de crédit si les conventions
obligations liées à l'accord cadre sont respectées de part et d'autre. Nous écoutons le Premier ministre au micro d'Al-Hassani Modou Diop. Cette cérémonie marquant le lancement du mécanisme de garantie en faveur des promoteurs de lutte d'un montant de 500 millions de francs CFA. Cette ligne de garantie vise à assurer l'organisation régulière de combats dans l'optique d'asseoir l'émergence d'une véritable économie autour de la lutte, conformément aux priorités déclinées dans la politique sportive définie par le chef de l'État. Ce mécanisme, initié par le FONGIP, procède de sa volonté de poursuivre son élan de soutien au secteur privé, plus particulièrement les promoteurs de lutte. Cette cérémonie a été l'occasion de signer donc cet accord quadripartite dont l'objectif est de fixer les règles générales d'intervention. Les partenaires financiers ont signé chacun, en ce qui le concerne, une convention bilatérale avec le FONGIP qui tient compte de la nature du mécanisme et de la spécificité de l'intervention. Je voudrais pour ma part vous assurer de l'engagement du gouvernement à veiller sur la mise en œuvre efficace de ce mécanisme, conformément à la décision du président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Parlons culture à présent avec les Jaili Awards, une prestigieuse cérémonie pour récompenser les acteurs de la musique africaine. Pour cette première édition qui se tiendra à Abidjan en novembre prochain, le roi du Mbalax, Youssou N'Dour, est désigné président du jury et la première dame Dominique Ouattara, marraine de l'événement. Pafaragning à Lundiagne pour les détails. Désormais, les meilleurs acteurs du monde musical du continent africain auront leur propre awards. Jaili Awards, une initiative pour les récompenser lors d'une cérémonie prestigieuse. Alors, Jaili, il faut savoir que Jaili, ça vient du malinké Jaili. Jaili qui veut dire griot. Les griots, on les retrouve partout en Afrique. L'appellation va changer. Nous, on a cherché à savoir une chose ou un fait ou un corps de métier qui symboliserait la création musicale culturelle africaine. Et on estimait que c'était pertinent d'avoir justement une sorte de référentiel et de référence sur le continent pour permettre à ceux qui de l'extérieur regardent l'Afrique mais également de l'intérieur pour qu'ils se fassent une idée du dynamisme de la création sur le continent. Jaili Awards a une vocation de promouvoir l'excellence afin de soutenir la création artistique. C'est de récompenser les meilleurs acteurs de l'année. C'est important, il faut qu'il y ait un curseur, un potentiomètre, il faut qu'il y ait un baromètre. Pour que les artistes travaillent en fonction. Que les artistes se disent, il faut impérativement que l'année prochaine, moi, je décroche mon trophée à moi. Pour le décrocher, il faut que je revoie un peu ma façon de travailler, il faut que je revoie un peu la direction artistique, ainsi de suite. Les nominations se font sur des critères techniques rigoureux. 4 barrières à l'entrée. La première, il faut d'abord s'inscrire sur un site internet ou se faire inscrire par un membre du staff ou par un fan. La deuxième, tout ceci est défriché par un jury de prénomination dont le job est justement d'évaluer séparément les œuvres qui ont été proposées. Ensuite, ce document est transmis au jury officiel qui à son tour va statuer, évaluer et in fine, on passe donc au vote. Le vote à la fois du jury officiel qui compte pour 25% et celui du public qui compte pour 75%, avec une particularité, on ne peut pas voter plus d'une fois. Une cérémonie parrainée par de grandes personnalités, dont le lead vocal du Super Étoile. On aura des invités de prestige. Il faut d'abord rappeler que l'événement est placé sous le parrainage de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, le parrainage artistique de Monsieur Youssou N'Dour, qui est par ailleurs président du jury. On aura aussi des invités de prestige, notamment Brian Biggs, qui, il faut le rappeler, cofondateur de Rock Nation aux États-Unis. On aura également quelqu'un qui nous viendra évidemment des Grammy Awards, c'est Thwaites, qui nous vient donc des Grammy Awards, invité de prestige. On aura aussi des figures marquantes du continent. Cette première édition des Jaili Awards est placée sous le parrainage de Madame Dominique Ouattara, première dame de la Côte d'Ivoire. Une cérémonie prévue le 3 novembre prochain. 23 trophées en compétition et un trophée hommage seront décernés par un jury de haut niveau dont Youssou N'Dour est le président.
L'actualité sportive à présent, le rayonnement du football professionnel au plan national et international à l'ordre du jour d'un panel organisé par l'ANPS, l'Association nationale de la presse sportive. Alors parmi les recommandations, la mutualisation des finances entre la Fédération sénégalaise de football et la Ligue sénégalaise de football professionnel. Les détails, c'est avec Chersadi Boudjara et Alun Diagne. Renverser la tendance du sort malheureux des clubs sénégalais en Afrique est bien dans le domaine du possible. Cela passe plus par la stabilité des effectifs. En réalité, les clubs sénégalais n'ont pas ces problèmes pour jouer en fait 2 tours au moins ou plus. Puisque dans les recettes qu'ils ont, ils reçoivent une subvention de la fédération, ils reçoivent une subvention du ministère dans les billets. Donc ici, je vous ai présenté un budget qui fait 70 millions pour passer un tour et l'équipe ne va dépenser que 14 millions. Ça veut dire 7 millions par match. Dans une équipe, il y a 4 choses. Il y a la technique, l'administration, les finances et les joueurs. Sur le plan technique, on n'a pas de problème, puisque nos techniciens sont partout. Mais c'est au niveau des joueurs où on a un problème. On a des joueurs de qualité, malheureusement, ils partent. Et pour retenir les joueurs, les clubs sont invités à augmenter leur puissance financière. C'est que nos clubs ont un problème de compétitivité économique. Ils n'arrivent pas à conserver les effectifs. Les gros budgets dominent le classement africain des clubs car ils peuvent conserver et renouveler leurs effectifs. Donc, en conclusion, retenir les effectifs, c'est se donner plus de 50% de chances de réussir dans les interclubs en Afrique. Les clubs qui représenteront le Sénégal doivent au moins essayer de conserver leur effectif de base. Je dis bien essayer. Nos clubs doivent accroître leurs moyens en vue de faire face au départ inévitable. Tout club ayant des ambitions africaines doit élargir son effectif. Une nécessité réalisable avec plus de solidarité financière entre les instances et de l'ingéniosité sur le plan du marketing. Soit l'État motive financièrement les clubs par des mesures d'incitation fiscale, soit la fédération met de l'argent. La fédération, je ne pense pas, dépense plus de 600 millions de francs CFA sur le football local, ce qui n'est pas normal. Il faut forcément utiliser ceux qui sont dans le subconscient populaire pour pouvoir vendre. Parce que le sponsoring, l'attractivité économique, c'est vendre du rêve. Il n'y a pas de miracle. Il nous faut mutualiser les droits commerciaux. La Fédération sénégalaise de football et la Ligue professionnelle doivent marcher main dans la main. Là où elle demande 350 millions à Orange, elle lui impose de mettre 150 millions pour le club local. Chaque sponsor. Autant de pistes de solutions pour le rayonnement du football professionnel au Sénégal. Elle émane d'une initiative de l'Association nationale de la presse sportive à travers un panel à 20 jours du début de la saison 2023-2024. Allez, on termine par le championnat du monde de football des malentendants. Le Sénégal va défier les États-Unis d'Amérique en quart de finale. Ce sera ce dimanche à partir de 10h30, une rencontre qui s'annonce âpre d'après le sélectionneur des Lions, Souleymane Barafomba, que je vous propose d'écouter. Présentement, actuellement, on prépare notre quart de finale contre l'équipe des Américains, donc les États-Unis. Donc on va jouer demain à partir de 20h30 heure locale. Donc c'est un match qui nous tient à cœur parce qu'on avait mettre un objectif avant de venir, c'est d'être sur le podium. Donc on est dans le chemin et puis on est prêt pour aller plus loin. Donc c'est un match qui va nous déterminer demain et les gosses ont décidé de gagner ce match parce que nous avons les arguments et les ingrédients pour faire un bon match. Parce que l'équipe américaine n'est pas une équipe facile, mais nous avons des arguments pour les contrer. Et tous nos encouragements à notre équipe qui, je rappelle, fait face donc aux USA ce dimanche à partir de 10h30 GMT. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite de programmes sur la télévision Futur Média. Excellent week-end.